Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle, le podcast créé à l'occasion des 50 ans des Greta. Le 6e invité de notre série s'appelle Yannick Salman. Il y a 4 ans, il a rejoint le Shift Project, le groupe de réflexion créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici et dédié à la décarbonation de l'économie. Yannick Salman a contribué à l'élaboration du plan de transformation de l'économie française. Son domaine de prédilection, l'emploi et la politique industrielle. Il s'est notamment interrogé sur ce que signifie, en termes de besoins en main-d'œuvre, la décarbonation. L'an dernier, il a pris la tête du projet Vers des économies régionales bas carbone, une expérimentation du plan de transformation de l'économie française en Bretagne, dont un premier rapport intermédiaire vient tout juste d'être présenté. Dans cet épisode, vous l'avez compris, nous allons donc aborder les enjeux qui lient la transformation écologique, l'emploi et la formation. Une des premières ambitions, c'était de se dire est-ce qu'on est capable de donner des bons ordres de grandeur du nombre de personnes qu'il faudra dans tel ou tel domaine, au-delà de dire la transition va créer des emplois ou en détruire, pour bien comprendre les enjeux, c'est pouvoir les chiffrer. Donc, ce qu'on a pu chiffrer, c'est la douzaine de secteurs qui sont analysés dans le plan de transformation de l'économie française. C'est à peu près la moitié quand même de l'emploi en France, c'est assez significatif. Et ce sont les secteurs qui seront les plus touchés, a priori, par les enjeux de décarbonation. Donc, pour ces secteurs, on a chiffré une création d'emplois nets de l'ordre de 300 000 emplois d'ici 2050, donc à quand même échéance assez longue, mais qui cache des variations en fait très importantes. Beaucoup de créations, en fait, c'est de l'ordre de 1 million de besoins en emploi supplémentaires dans un certain nombre de secteurs de l'économie, mais aussi 800 000 de l'ordre de 800 000 destructions d'emplois dans d'autres secteurs. Il y a des évidences, j'ai envie de dire. On se dit, bah oui, l'automobile, si on dit qu'il faut moins prendre la voiture, ça va faire moins d'emplois dans l'automobile. Et en fait, l'ampleur, par exemple, pour ce secteur, c'est la plus importante. C'est de l'ordre de 300 000 emplois qui seraient supprimés dans l'automobile. Si on veut décarboner à la bonne vitesse, encore une fois, donc d'ici 2050, si on dit qu'il faut moins utiliser la voiture, il faut qu'elle soit électrique, c'est à la fois moins de volume de voitures vendues et donc fabriquées, mais c'est aussi moins de main-d'œuvre par voiture, parce que la voiture électrique, ça demande moins de gens pour en fabriquer une que de gens qui travaillent sur une voiture thermique. Tout le moteur, ça prend moins de temps, il n'y a pas de question d'échappement, de transmission. Et donc, c'est beaucoup d'emplois industriels perdus, mais aussi beaucoup d'emplois dans la réparation, parce que l'impact dans la réparation et dans la vente, alors dans la vente, c'est très directement lié au volume de vente, et dans la réparation, c'est 60% de main-d'œuvre en moins pour réparer une électrique qu'une voiture thermique. Et donc, on arrive à ce chiffre, globalement, entre industrie et services de l'automobile, de 300 000 emplois perdus d'ici 2050. Donc ça, c'est un des secteurs les plus touchés. De la même façon, un autre bon exemple, c'est le fret. Si on dit il faut mettre un maximum les marchandises sur des trains, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que les camions, même électrifié d'ailleurs, même si on électrifie, c'est loin d'être aussi efficace que le train. Et ça veut dire beaucoup moins de camions et donc beaucoup moins de chauffeurs routiers. Donc là aussi, des impacts importants, une centaine de milliers d'emplois perdus rien que dans ce secteur. On pourrait parler de la construction, il va falloir faire de la sobriété de la construction, pas un sujet facile, et on est dans une crise aujourd'hui qui rend le sujet autrement complexe. Dans les créations d'emplois, alors heureusement, j'ai dit, il y a plus de créations a priori que de destruction. Si on repart du fret, il y a des besoins dans le ferroviaire, mais finalement, l'efficacité du train, c'est aussi peu de gens pour conduire des machines qui emportent beaucoup de marchandises. Donc, c'est pas forcément des grands volumes. C'est une petite dizaine de milliers ou vingtaine de milliers d'emplois au maximum. Par contre, dans la cyclo-logistique, quand on veut décarboner la livraison en ville, qui est extrêmement carbonée par rapport au volume et aux tonnes transportées, en fait, si on fait les calculs, on peut le remplacer très efficacement en termes de carbone par des vélos cargo qui, eux, par contre, utilisent beaucoup de main-d'œuvre. Et donc là, c'est une centaine de milliers d'emplois qui seraient créés dont on aurait besoin, en tout cas, dans la cyclo-logistique. On ne parle pas des livreurs Uber, on parle de vrais emplois dans la cyclo-logistique organisée, etc. Donc, c'est important de le souligner. La rénovation du bâtiment, on en parle beaucoup, mais c'est quoi l'ordre de grandeur? C'est de l'ordre de 200 000 emplois, donc c'est très très significatif pour arriver au volume de rénovation qu'on souhaite, et en plus des rénovations globales efficaces et pas juste remplacer une fenêtre ou un comble. C'est 200 000 emplois équivalents temps plein supplémentaires qui sont nécessaires. Et puis l'agriculture. Alors c'est un sujet qu'on est en train de retravailler dans le détail, donc les chiffres que je donne là sont assez indicatifs, mais c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'emplois en plus.
qui viennent essentiellement de pratiques agroécologiques où on utilise moins d'engrais très carbonés, donc il en faut utiliser moins. On utilise moins de pesticides de la même façon, etc. Donc l'agroécologie, c'est fortement créateur d'emplois, hein, mais ça demande beaucoup de main-d'œuvre pour remplacer des machines et des intrants. Rapatrier la production de fruits et légumes, aujourd'hui on est très peu autonome en fruits et légumes, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et puis, si on veut créer de la valeur dans l'agriculture pour payer aussi tous ces gens-là, bah, il faut aussi faire de la transformation plus locale. Et ça aussi, ça demande de la main-d'œuvre. Donc, la transformation à la ferme, hein, faire son fromage typiquement à côté de la laiterie, c'est aussi de la main-d'œuvre qu'on ramène au niveau de l'agriculture. Donc voilà quelques bons exemples de création d'emplois. Et tous les détails sont dans le rapport du Chi Project que j'ai mené et qui est sur le site du Chi Project. Voilà pour les projections du Shift Project dans leurs grandes lignes, mais comment faire pour passer d'un modèle à l'autre ? Comment cela se traduit-il en termes de reconversion, de montée ou de transfert de compétences et donc de formation ? J'ai posé la question à Yannick Salman. J'ai pas parlé du vélo, alors que c'est extrêmement important. J'ai parlé du vélo cargo, des services, de la cyclo-logistique. Mais les vélos, et au-delà du vélo cargo, c'est aussi énormément d'emplois industriels à créer et des emplois de service, de réparation et de vente. Et donc, typiquement, il faut aller chercher d'abord ces passerelles les plus évidentes entre secteurs, d'autant plus que, certes, quand on est ouvrier dans l'automobile, par exemple, on n'est pas tout de suite opérationnel pour être ouvrier dans le vélo. Mais on a un certain nombre de compétences industrielles qui sont absolument essentielles et précieuses, même j'ai envie de dire, pour développer un secteur qui est encore naissant ou renaissant, celui de la fabrication de vélos. Donc ça, c'est d'abord identifier ces passerelles. On a commencé à le faire dans le rapport, hein, on ne prétend pas du tout avoir une granularité extrêmement forte, mais quand on met en face, par exemple, la perte dans l'industrie automobile de l'ordre d'une centaine de milliers d'emplois et les créations d'emplois dans l'industrie du vélo de l'ordre d'une cinquantaine de milliers, on voit qu'il y a des passerelles dans un secteur proche, connexe, qui sont imaginables, surtout que vous avez des départs en retraite, etc. Donc, c'est pas tout le monde qui aura besoin de changer. De la même façon, si on pense au bâtiment, la réduction d'emplois qui serait nécessaire dans la construction neuve, c'est une opportunité d'accompagner les gens vers la rénovation du bâtiment. Alors finalement, si on prend cet exemple, ça s'anticipe. Et pour pouvoir bien le faire et accompagner correctement, il faut d'abord faire cette planification. Donc il y a cette planification à long terme pour avoir les bons ordres de grandeur et ensuite se mettre en ordre de marche, y compris par exemple sur des plans à 5 ans en disant OK, à 5 ans, il faut avoir réduit de temps la construction neuve et augmenté de temps la rénovation. Ça fait combien de gens en plus, en moins? Quelles sont les compétences? Et aller chercher dans le détail quelles sont les compétences qui sont nécessaires. Est-ce que c'est plus des couvreurs qui sont nécessaires dans la rénovation? Mais du coup, des couvreurs, il y en a dans le neuf. Donc ça, c'est des gens qu'on pourra accompagner facilement. Il y a d'autres compétences dans la rénovation qui sont beaucoup plus nouvelles, hein, sur, je sais pas, l'utilisation de l'installation de pompes à chaleur ou ce genre de choses, bah là, ça va demander de la formation, de l'accompagnement. Et puis, on peut s'apercevoir aussi au global que l'équation, ce n'est pas qu'une question d'accompagnement de reconversion. L'équation ne marche pas seulement avec des reconversions. Et là, c'est la formation initiale qu'il faut anticiper en se disant, bah oui, telle formation prend tant de temps, donc ces gens-là, on les aura que à telle date et le mettre en cohérence avec ce qu'on fait dans le secteur, les subventions, les réglementations. Parce que si tout ça ne fonctionne pas ensemble, hein, c'est un de nos messages, bah, finalement, on n'y arrive pas tout court et puis on crée des bulles de prix, des problématiques économiques aussi plus larges. Et l'argent doit suivre la planification, c'est ça qu'on dit aussi. C'est pas mettre d'abord l'argent, on dit super, on a mis 10 milliards, mais c'est quoi l'ambition, c'est quoi les volumes qui vont avec, c'est quoi les compétences, descendre à un niveau suffisamment fin. Et le travail d'ailleurs que je suis en train de mener maintenant depuis ce travail national, c'est justement à l'échelle locale. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle locale, régionale d'abord, mais on ira aussi creuser des éléments un peu plus locaux, de se dire par rapport aux spécificités du territoire, là le travail il est en Bretagne par exemple, oui il y a beaucoup plus de maisons individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de compétences et de volume déjà de rénovation ou de volume de construction neuve, en termes de compétences qui font derrière, en termes de planification locale de ces reconversions et de la formation initiale, encore une fois. Hein, donc on a évalué ça aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit multiplier par 2 le nombre de gens qui sortent du système de formation ou est-ce que c'est par 10? C'est pas la même chose. Donc ça, il faut pouvoir le faire à un niveau suffisamment fin et on travaille actuellement à donc, cette approche régionale de la décarbonation.
Face à ces grands défis, pas simple de savoir comment réagir et agir à son niveau, Yannick Salman propose quelques pistes applicables notamment aux professionnels de la formation. Ce qu'on voit quand même et qu'on appuie, c'est l'enjeu de coordination, c'est l'enjeu du collectif. En fait, tout ce qu'on raconte va demander du collectif et a fortiori sur l'enjeu de l'emploi et des compétences. On parle de coordination, de reconversion de personnes. On parle de coordination entre ce qu'on fait dans la formation et les besoins nouveaux des enjeux de la transformation bas carbone. On parlait de rénovation tout à l'heure. En fait, ce qui est enseigné aujourd'hui n'est pas cohérent avec les besoins de rénovation globale efficace dont on a besoin. C'est aujourd'hui encore des formations sur comment on remplace bien une fenêtre, ou comment on remplace, comment on isole un comble. Et l'idée, c'est d'avoir une formation qui s'aligne bien avec les enjeux de la transformation. Donc, il y a un enjeu de formation générale, en fait, déjà, à la transition. Et puis, il y a un enjeu de collectif, parce qu'il y a déjà des formations des formations qui existent à ce sujet. Se rapprocher des shifters, par exemple, c'est pas du tout pour la promotion, puisque c'est quasiment gratuit, ça ne vient pas au Shift Project, hein, l'argent des shifters. Cotisation de 1 euro, voilà, par an, mais minimum, mais qui permet de se retrouver dans des collectifs. Je pense que c'est ça le plus important pour se former soi-même. Et puis il y a des initiatives, par exemple, encore une fois, sur la rénovation du bâtiment, notamment à l'initiative de l'ADEME. Hein, d'ailleurs, on appuie ces travaux-là pour réunir les acteurs. C'est déjà se retrouver entre acteurs d'un domaine, par exemple la rénovation du bâtiment, entre les gens qui sont du côté formation, entre les gens qui sont du côté emploi de manière plus spécifique, les entreprises qui cherchent des marchés aussi hein, sur ces sujets-là. Il y a l'Alliance Ville-Emploi qui travaille donc avec l'ADEME sur organiser ces partenariats. Donc je pense qu'à un niveau local, c'est important d'aller essayer de trouver des collectifs pour pouvoir s'impliquer finalement dans ces réflexions de manière la plus opérationnelle. Donc formation personnelle d'une part, et voilà, il y a plusieurs outils pour ça, dont les shifters, hein, avec une communauté très large et beaucoup de secteurs qui sont représentés. Et puis voilà, s'impliquer dans des collectifs locaux qui expérimentent en l'occurrence, hein, quand je parle de cette initiative de l'ADEME, c'est aussi expérimenter la façon de faire collaborer plusieurs entreprises du bâtiment pour faire les formations ensemble. Ce qui veut dire que pour l'appareil de formation et pour faire la montée en compétences des artisans, ben, ça veut dire quelque chose en termes d'expérimentation. Se servir de ça pour se dire, tiens, ça me donne l'idée de faire telle expérimentation locale parce que je vois que c'est ça qui manque pour arriver à mettre les gens ensemble et qui se forment à une rénovation globale plutôt que, encore une fois, une rénovation individuelle. Un élément important pour revaloriser ces formations et la formation professionnelle en général, c'est de dire qu'on va retrouver du sens en se remettant au travail et on va retrouver la possibilité de réussir cette transformation parce que si on reste dans l'idée d'une société de service, comme on l'appelle, ou d'une France sans usine, comme l'en disent même certains dirigeants à une certaine époque, en fait, clairement, on ne s'en sortira pas. Parce que dans l'imaginaire, on se dira, c'est l'emploi de bureau qui est l'idéal. En fait, pour la société, l'idéal, c'est qu'on se mette tous, qu'on mette tous la main à la pâte. Et on parle d'ailleurs de plus en plus de temps partagé. Hein, donc, même les cadres, comme moi, par exemple, il faudrait certainement que pour fournir ces ETP de l'agriculture dont on a parlé, peut-être que je passe un peu de mon temps à aller me former en agriculture et passer un jour sur 5 peut-être dans les champs à aider voilà, l'agroforesterie à côté ou le cultivateur maraîcher. La formation professionnelle devient d'autant plus valorisée et à valoriser pour réussir cette transformation. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à notre invité, Yannick Salman. Un demi-siècle d'innovation dans la formation professionnelle est un podcast créé à l'occasion des 50 ans des Greta.